Cela faisait un long moment que Cadvan usait la corde qui lui liait les poignets sur l'arête vive d'une pierre qui dépassait du mur. Les lanières commençaient à céder peu à peu et à s'effilocher. Mais la position était malaisée et il devait souvent reposer ses bras. Dès que la lumière au-dessus de sa tête avait été suffisante, il avait commencé à chercher une pierre à sa portée qui pouvait convenir. Ses mouvements saccadés avaient le mérite de le réchauffer un peu, car la température fléchissait vite, et il se demandait comment il tiendrait, sans eau et sans nourriture, si personne ne venait le délivrer de sa prison. Il avait bien mangé la veille pendant le repas de noces, et pouvait donc attendre plusieurs jours, mais ses forces faibliraient et rendraient d'autant plus difficiles ses efforts pour sortir. À la mi-journée, il parvint enfin à libérer ses poignets et poussa un soupir de soulagement. Il tâta du pied le fond de la tour effondrée, pierres, cailloux, terre, pour repérer les failles éventuelles. Il devait se trouver dans une des caves souterraines, à ciel ouvert après des années de dégradation dues aux intempéries, accentuées peut-être aussi par les habitants des environs qui avaient prélevé des pierres sur cette tour pour bâtir leur demeure. Il trouva enfin une étroite ouverture par laquelle on avait dû entrer pour le déposer et s'y faufila. C'était un boyau sombre qui longea en se tenant aux parois sur les deux côtés. Et il se demanda comment on avait pu le porter jusque-là, et surtout, pour quelle raison l'on s'était donné tant de mal, pour le laisser mourir dans ce lieu, et qu'on ne le retrouve pas à temps pour le sauver. Il se heurta enfin à une porte massive qu'il essaya d'ouvrir en vain, car elle devait être bloquée de l'extérieur, et comprit qu'on l'avait enfermé là, en sachant fort bien qu'il n'en pourrait pas sortir tout seul, et il rugit de frustration et de colère en hurlant. Bleuzen avançait prudemment dans le bois, gêné par la neige qui s'était mise à tomber. Ce n'était encore que de petits flocons, mais le sol se couvrait déjà, et elle sut qu'elle ne pourrait pas s'attarder bien longtemps. À 15 ans, c'était une fille de la forêt. Depuis la mort de sa mère, elle y vivait avec Riog, son père guérisseur, maître des plantes et du feu, qui l'enseignait patiemment. Bleuzen siffla son chien qui avait disparu. Puis elle l'entendit aboyer sourdement. C'était un aboiement d'appel, pas de peur, et elle avança prudemment dans sa direction. En arrêt près de la ruine du vieux fort, il semblait attiré par la cavité béante entre les feuillages. Il tourna la tête vers elle lorsqu'elle arriva derrière lui, et le balancement de sa queue lui indiqua qu'il avait trouvé quelque chose qui l'intriguait. « Qu'y a-t-il, Cornandon » fit-elle doucement, en caressant son pelage mouillé. Elle se pencha près de lui, au-dessus de l'ouverture à peine visible, par laquelle une grosse branche, lourde de givre et à demi pourrie, avait dû tomber. Le fond était sombre, mais elle crut voir bouger quelque chose, et songea qu'un animal avait pu chuter dans l'ancienne fosse de cette tourelle. Puis elle perçut un gémissement, une voix étouffée, et elle s'allongea près du bord pour mieux voir. Une voix d'homme lui parvint enfin, et elle s'effraya. Comment avait-il pu tomber dans cet endroit ? « Aidez-moi » crut-elle entendre. Bleuzen se pencha un peu plus
pour scruter le fond sombre, où elle distingua avec peine une silhouette allongée sur le sol, à moitié recouverte par une branche cassée de l'arbre qui avait poussé entre les pierres de la ruine. L'homme, enfermé dans cette fosse, ne pourrait donc pas sortir par cet endroit, même avec l'aide de son père. Le guérisseur avait chargé la charrette de bois et s'apprêtait à rentrer lorsqu'il vit sa fille revenir en hâte en lui faisant le geste de l'attendre. « Quelqu'un est tombé dans la fosse de la ruine, père. L'ancienne porte d'accès au souterrain est bloquée. Il faut le secourir et le sortir de là. » Ryog fronça les sourcils et considéra un instant sa fille, qui, en général, ne s'alarmait guère. « Bon, allons voir, décida-t-il, en prenant la longue corde de la charrette. Ryog déroula la corde qu'il balança dans le vide, puis l'attacha solidement autour d'une lourde pierre bien solide. « Je vais descendre, père, » décida Bleuzen. Ryog ronchonna et hésita. Mais sa fille était légère, et il pourrait ainsi assurer sa descente et sa remontée. Il hocha la tête et lui tendit son coutelas qu'elle mit dans sa botte. Il la savait intrépide et agile. Elle grimpait comme une chèvre, n'hésitant pas à monter aux arbres et à plonger dans la rivière. Bleuzen se retourna alors, agrippa la corde solidement entre ses mains, et, en posant prudemment son pied, elle descendit. Moellon après moellon, palier après palier, en direction du fond, où elle sauta, en évitant l'homme à demi allongé, qui gémissait en se tenant un bras. Cadvan crut voir un ange descendre du ciel. La vue brouillée par la fièvre, il avait entendu comme en un rêve l'aboiement d'un chien. Puis une voix féminine lui criait qu'on allait venir à son secours. Mais peut-être avait-il tout imaginé dans une sorte de délire. Il avait sombré dans un mauvais sommeil qui le faisait trembler tour à tour de froid et de chaud, couché sur les feuilles humides de la branche d'arbre. Puis il y eut du bruit là-haut, des voix, et l'instant d'après, une main fraîche se posa sur son front brûlant et glissa un liquide entre ses lèvres craquelées. « Votre épaule est démise, messire, » dit la voix d'un ton assuré. « Je vais la remettre en place, je sais le faire, n'ayez pas peur. » Il hurla. D'une pression ferme et sûre, Bleuzen venait de remettre en place son épaule, et Cadvan se plia en deux sous la douleur fulgurante. Puis, l'instant d'après, tout s'apaisa, et il s'appliqua à respirer, en haletant d'abord, puis de plus en plus calmement. « Pensez-vous pouvoir grimper à cette corde, messire ?» Cadvan secoua la tête, se souvenant comment il avait dévissé en essayant de monter le long de la paroi. « Il va falloir, messire, c'est la seule sortie. À l'aide de la corde, vous devriez y arriver. Mon père est là-haut, et il va assurer votre montée. Je serai derrière vous. » Cadvan pesta intérieurement de se sentir aussi diminué après quelques jours d'enfermement. Il n'avait rien mangé, et rien bu non plus, sauf la neige fondue qu'il avait réussi à sucer. Ses bras avaient perdu leur force, même s'il ne ressentait plus cette douleur sourde à l'épaule. « Je suis Bleuzen, la fille de Ryog, le guérisseur, » dit-elle en lui tendant un morceau de viande séchée qu'il mâcha avec délice. Aidé de Bleuzen, il se releva avec effort, tandis qu'elle criait vers son père qu'ils allaient remonter. Et elle le guida vers la corde qu'il empoigna à deux mains et commença à se hisser le long de la paroi, aidé cette fois par la corde qu'un homme, là-haut, tirait de son côté. Derrière lui,
la jeune fille montait avec agilité, habituée aux rudes travaux et à une vie au grand air. Il s'arrêta souvent pour se reposer, et dès qu'il arriva au dernier palier, la lumière lui fit plisser les yeux. Il aperçut alors l'homme qui tenait fermement la corde et les halait ainsi tous les deux à la force de ses bras. Riog scrutait attentivement la fosse et soupira de soulagement lorsqu'il les vit apparaître. Cadvan se hissa enfin hors du trou et se laissa tomber sur le côté sans bouger, en écoutant le père et la fille échanger quelques mots. Puis l'homme ramena la corde et l'enroula autour de ses épaules. « Pouvez-vous vous lever, messire » demanda-t-il. « Il faut nous mettre à l'abri, la neige recommence à tomber. » Cadvan se redressa sur les genoux et se leva en vacillant. Il aspira goulûment une gorgée d'air froid qui le fit tousser. Jamais il ne s'était senti aussi faible et démuni. « Venez, messire, dit alors la jeune fille. Nous devons retourner au plus vite à la manse pour vous soigner. » Cadvan s'assit dans la charrette pleine de bois et il ferma les yeux. Ces deux êtres l'avaient sauvé d'une mort lente et ignoble. Il savait qu'il pouvait désormais leur confier sa vie. Justin savait que Cadvan pouvait vivre seul, retiré dans leur repère caché, derrière le chaos de rochers, au milieu des bois que personne ne fréquentait, et que cette vie d'ermite allait le contenter et l'apaiser, bien mieux qu'un séjour au monastère. Ils se mirent en selle et se dirigèrent rapidement vers la forêt, afin de parvenir avant la tombée du jour au lieu secret qui serait la retraite de Cadvan pendant les mois d'été. Justin évitait de songer à ce qu'il ferait plus tard, tant il avait hâte de l'éloigner des recherches de son frère, qu'il soupçonnait d'être l'auteur de ce traquenard. Par chance, ils ne rencontrèrent personne avant d'atteindre les gorges de Toulgoulik, et ils laissèrent leurs chevaux attachés à un arbre dans une petite clairière ombragée, car ils allaient devoir passer le torrent et les énormes rochers à pied, chargés de leurs ballots. Ils durent faire plusieurs voyages pour sécuriser leur traversée et éviter de tomber sur la mousse des blocs de pierre, lisses et arrondis comme de grosses bêtes endormies. Les dragons du chaos, comme disait autrefois Justin, qui avait ainsi baptisé son ami intrépide, Cœur de dragon. La cabane était toujours là, mais elle aurait besoin de réparation, car le toit s'était un peu effondré, et Justin se félicita d'avoir pris une hache pour couper troncs d'arbres et branches. Le sol était encombré de débris et de végétaux qu'ils durent dégager pour installer la paillasse que Justin avait eu la précaution d'emporter. Une perche servirait à suspendre le peu de vêtements de Cadvan, et ils retrouvèrent dans un coin de vieux ustensiles en terre. Personne ne semblait être venu dans leur repère, et Cadvan se rasséréna en songeant qu'il y serait en sécurité. Les moines ermites vivaient ainsi jadis, de façon précaire, en subsistant avec les ressources naturelles de la forêt, des ruisseaux et des rivières. Ils savaient pêcher, ils feraient un feu,
enterré pour que la fumée ne signale pas sa présence, et l'éteindrait après avoir cuit ses repas pour éviter d'incendier la forêt. Ils s'activèrent ainsi plusieurs heures afin de rendre l'endroit habitable et colmatèrent provisoirement le toit de chaume, comme le faisaient les anciens peuples, et tel qu'il était encore construit dans les villages pour couvrir les manses. Je t'ai apporté de quoi te nourrir pendant plusieurs jours. Des galettes, des pâtés, du saucisson, du pain et des fruits, car il serait plus prudent de ne pas faire de feu pour l'instant, tant que les hommes de Juel seront dans les parages. On ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Je ne crois pas qu'ils essaieraient de traverser le chaos, mais Bleuzen a décidé de te prévenir elle-même lorsqu'ils seront partis. Quatre-Vents se redressa vivement, se détournant des pierres qu'il était en train d'installer dans un trou pour préparer un foyer. Bleuzen ? Mais... Oh, elle saura te trouver. La forêt est son domaine, et je crois qu'elle a déjà repéré notre cachette, rit-il. Quatre-Vents raccompagna Justin jusqu'au passage du chaos qu'il connaissait bien, et il vit le jeune homme sauter de rocher en rocher moussu, jusqu'à atteindre l'autre rive, où il se retourna pour agiter la main avant de se perdre sous les frondaisons. Il n'y avait plus que le grondement de l'eau, le silence de la nature, le bruissement des feuillages, le sautillement d'un poisson, ou le vol d'une libellule parmi les fougères. Quatre-Vents se sentit seul, mais libre et en vie dans la nature avec laquelle il avait été en osmose tout enfant. Quatre-Vents n'était pas impressionnable. Il avait déjà dormi là avec Justin de nombreuses fois lorsqu'ils étaient plus jeunes, sans jamais avoir été inquiétés. Seuls ses hôtes habituels hantaient la forêt. Hibou et chouette, biches et quelques cerfs, des loutres au bord de la rivière, de gros escargots, des lièvres bien sûr qui fourniraient ses repas, et quantité d'oiseaux inconnus. Il n'avait jamais vu de loup qui hantait plutôt le Ménésome, mais les loutres se plaisaient dans cet environnement humide et rocailleux, survolé par de petites chauves-souris aux courtes oreilles et au museau doré. À la mi-journée, il se rendit jusqu'au chaos, et dans une sorte de bassin naturel où il pouvait nager, il plongea tout nu, aspergea avec délice son corps fourbu et transpirant, puis s'étendit sur la rive herbeuse en s'étirant. Il n'avait plus fourni autant d'efforts depuis longtemps, et il faudrait habituer ses membres à nouveau à un travail vigoureux et ardu. Il avait le temps, de longues heures devant lui, et il sourit de bonheur. La paillasse crissa sous son poids lorsqu'il s'y étendit, et même si l'espace n'était guère plus grand que la cellule du prieuré, il ne s'y sentit pas aussi oppressé, car il pouvait contempler le ciel étoilé et la lune qui se levait et éclairait les bois. Il s'endormit paisiblement depuis bien longtemps et rêva d'un visage de jeune fille qui se penchait sur lui et lui parlait tout bas.